Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et bien sûr aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Une guerre peut-elle éclater dans le golfe Persique? Succession d'incidents inquiétants sur fond de pression américaine sur Téhéran. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et États-Unis s'abstiennent jusqu'ici de désigner l'Iran leur ennemi commun. Mais les va-t-en-guerre ont-ils le vent en poupe? Américains déterminés à conserver leur avantage contre Chinois prêts à tout pour prendre l'ascendant, qui a le plus à perdre ou à gagner dans une guerre commerciale? La rivalité technologique est-elle le principal enjeu à terme? Est-ce le rôle en fait de maître du monde qui est en jeu? Des otages français enlevés au Bénin en transit vers le Mali et libérés au Burkina Faso. Malgré l'opération Barkhane, les groupes djihadistes ne cessent de gagner du terrain au Sahel. Y a-t-il une stratégie globale d'expansion du terrorisme islamiste en Afrique de l'Ouest? Anti-Suisse, selon les opposants, la révision de la loi sur les armes pour s'aligner sur l'Europe. Histoire et tradition, société de tir et armée de milice, les armes définissent-elles l'identité helvétique? Pourquoi la Suisse, armée jusqu'aux dents, évite-t-elle les fusillades de masse? On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs du jour, les voici. Laurent Larcher, chef de la rubrique Afrique au journal La Croix, quotidien français, chrétien et partenaire de Kiosque, dont voici la une de ce vendredi. Vous êtes notamment l'auteur de Au nom de la France, les non-dits de notre diplomatie, paru l'an dernier aux éditions du Cerf. Anne Giudicelli, fondatrice de Terrorisque, société de conseil spécialisée dans l'intelligence stratégique et le terrorisme international. Vous avez longtemps vécu dans les pays du Golfe. Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde, pendant 25 ans grand reporter, notamment au Proche-Orient pour de nombreuses publications. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs, fidèle à 64 minutes, Le Monde en français. Enfin, Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Vous avez écrit ou dirigé la publication d'une soixantaine d'ouvrages, auteur notamment de Requiem pour le monde occidental, paru en janvier aux éditions Erol. Et puis nous retrouverons tout à l'heure Darius Rochemin, journaliste à la RTS, la télévision suisse, depuis Genève. Merci à vous quatre déjà d'être ici en plateau pour nous livrer votre analyse sur cette actualité de la semaine. Nous vous en parlions déjà la semaine dernière. Les rapports se sont encore dégradés entre les États-Unis et l'Iran. Tension maximale cette semaine autour du golfe Persique. Une succession d'incidents depuis dimanche au large des Émirats ou en Arabie Saoudite fait craindre une escalade. Un morceau de coque enfoncé à l'arrière de ce pétrolier. Voici les premières images de ce que les autorités émiriennes qualifient d'actes de sabotage. Ces derniers jours, 4 navires auraient ainsi été la cible d'attaques alors qu'ils stationnaient au large du port de Fujairah, l'un des plus grands terminaux pétroliers de la région. 2 supertankers saoudiens, un cargo des Émirats Arabes Unis et un navire battant pavillon norvégien. Collision ou explosion, les autorités d'Abu Dhabi n'ont donné aucune précision sur la nature des dégâts ou sur un éventuel mode opératoire. Mais ces mystérieuses attaques renforcent un peu plus la tension qui règne déjà dans la région. Le port se situe près du détroit d'Ormuz, entre l'Iran et les pays de la péninsule arabique alliés de Washington, un bras de mer par lequel transite 30% du pétrole mondial. Ce port est utilisé par des navires venus du monde entier. C'est un endroit stratégique. Et ceux qui ont planifié ces attaques savaient très bien ce qu'ils faisaient. La semaine dernière, les États-Unis ont mis en garde les navires entrant dans cette zone contre de possibles attaques menées par l'Iran ou ses alliés. La République islamique, qui n'a pour l'heure pas été formellement accusée, a réclamé une enquête sur cet incident qualifié d'alarmant. Dans le même temps, les États-Unis continuent à renforcer leur présence militaire dans le golfe Persique. Avec l'arrivée d'un porte-avions et le déploiement de bombardiers au Qatar, laissant craindre un embrasement entre Téhéran et Washington. Et on ajoutera des attaques de drones contre un important oléoduc en Arabie Saoudite, attaque revendiquée par les rebelles houthis au Yémen. Question que tout le monde se pose, un conflit peut-il éclater? Et entre qui et qui d'ailleurs, Pascal? Alors on pense bien sûr à un affrontement entre les États-Unis et l'Iran, puisque Donald Trump a pris un langage pour le moins martial à l'égard de Téhéran, et que le changement de régime est une option qui est sur la table. Donald Trump aimerait pouvoir dire à ses électeurs en 2020, et voilà, j'ai fait tomber le régime des Mollahs, ce que aucun de mes incapables de prédécesseurs n'était parvenu à faire. Donc on pourrait imaginer un conflit direct entre les deux pays? Oui et non. Alors, on ne peut pas l'exclure par dérapage incontrôlé. En même temps, Donald Trump n'est pas tellement pour l'option militaire. Il reproche justement à ses prédécesseurs
prédécesseurs d'avoir un peu trop survalorisé des interventions qui ont été coûteuses et catastrophiques, aussi bien en Afghanistan qu'en Irak. On sait qu'il voulait retirer les troupes de Syrie, qu'il veut retirer les troupes d'Afghanistan, et donc on le voit mal se lancer dans un nouveau conflit. D'ailleurs, la nouvelle de l'envoi de 120 000 hommes, d'une force de 120 000 hommes dans le Golfe qui a été fait par le New York Times, a été démentie. Ce que l'on peut craindre, donc, il n'y a pas tellement l'option d'une guerre directe, plutôt que, à force de montrer ses muscles, eh bien, il peut y avoir un dérapage. Et une guerre non voulue... Un conflit par accident, comme dit voilà. Londres. Qu'est-ce que c'est un conflit par accident, Slimane, dans ce cas particulier? Un dérapage, une provocation, parce que, par exemple, les attaques qu'il y a eu contre les bateaux, si l'Iran avait voulu envoyer un avertissement à peu de frais pour dire à quels dégâts on pourrait s'exposer la région, il n'aurait pas choisi de meilleurs moments et de meilleurs endroits. Ce qui pourrait faire éclater une guerre, de toute façon, même s'il y a un accident, admettons qu'une corvette, qu'un Zodiac iranien avec des explosifs fonce sur une corvette américaine, la réponse ne peut être que mesurée, car comme le disait Pascal, d'expérience, les Américains savent que leurs interventions au Moyen-Orient, de l'Afghanistan à la Syrie, ont été calamiteuses. Et qu'en plus de cela, si jamais les Américains entrent dans une guerre, c'est soi-disant pour protéger le pétrole, les ressources. Or, la petitesse du territoire, la concentration des puits de pétrole fait que si jamais il y a une guerre, c'est cette production, exportation de pétrole, tout ce terrain-là qui serait complètement détruit. Or, on ne peut pas sauver des ressources pétrolières en les transformant en champs de bataille. Alors, je pense que déjà, entre vous deux, vous avez bien posé le cadre. On va reprendre point par point. D'abord, ces deux attaques qui ont eu lieu à quelques jours d'intervalle, elles visent des intérêts très stratégiques pour l'Arabie Saoudite, notamment. Oui, tout à fait. Le tanker et puis donc l'installation qui a été effectivement revendiquée par les Houthis avec un drone. C'était intéressant parce que c'est un mode opératoire qui est nouveau pour cette milice yéménite qui est soutenue stratégiquement, on va dire, par l'Iran. Probablement, l'armement a été fourni par l'Iran, mais on n'a pas d'éléments suffisamment probants, qui l'attestent de façon formelle. Et en même temps, ça ne veut pas dire forcément que l'Iran a donné l'ordre à cette milice aussi, parce que pour le moment, ils ont relativement, géré eux-mêmes leur choix stratégique opérationnel de combat avec les Saoudiens. Donc, pour le moment, il y a beaucoup d'éléments qui restent un petit peu troubles. Par exemple, on n'a pas la certitude que les 4 tankers qui ont été attaqués, donc fruit d'un sabotage, si on reprend les termes officiels, on n'a pas d'image satellitaire qui vient l'attester. Oui, tout ça est assez mystérieux, mais dans tous les cas, ce sont 2 points stratégiques pour l'Arabie Saoudite, notamment en termes de pétrole, Slimane. Oui, le pipe qui relie le golfe Persique à la mer Rouge et le port de Fujairah, ce sont 2 lieux d'exportation alternatifs au cas où le détroit d'Ormuz aurait été bloqué. Or, les attaques ont porté sur ces 2 endroits-là. Et donc, le ciblage, la définition de la cible ont été très bien étudiées. Comme souvent dans cette région-là, on a l'impression d'avoir un jeu de billard à 3 bandes. Quelle est la part des esbroufs des uns et des autres, Pascal? Elle est toujours bien sûr plus forte. Et Donald Trump est maître dans l'art de se montrer très fort pour n'avoir pas utilisé sa force. Il est plutôt dans une stratégie de chantage, d'extorsion, de vouloir faire peur pour parvenir à ses fins politiques. Et donc il préfère montrer la force que l'utiliser. Mais en même temps, il a toute une gamme effectivement de force. Et puis ce qui change la donne dans la région par rapport à la période précédente, c'est l'alliance entre Israël et l'Arabie Saoudite, justement contre l'Iran. Et ça, c'est un changement fondamental. On sait que déjà Israël avait demandé à George Bush d'attaquer l'Iran à la fin du mandat de George Bush. George Bush avait refusé puisqu'il voyait le coup qu'il y avait en Irak et qu'il ne voulait pas recommencer sur l'Iran. Mais à l'époque, les Saoudiens n'avaient pas les liens qu'ils ont en Israël. Et donc là, il y a effectivement une sorte de triangle entre 3 hommes, Netanyahou, MBS et Donald Trump, qui tous les 3 souhaitent pour l'Arabie Saoudite, qui est le prince héritier, qui tous les 3 souhaitent la fin du régime iranien qui est vécu par eux comme une menace existentielle dont ils ne peuvent pas supporter l'existence. Donc leur objectif avoué, affiché, est de mettre fin au régime actuel iranien, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Mais la pression est quand même forte et continue. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, effectivement, l'Iran s'énerve vraiment et que ça dérape de ce côté-là ?
On voit que par exemple le détroit d'Ormuz est très stratégique, que Téhéran régulièrement menace C'est de compliqué le pour l'Iran. contrôler. L'Iran n'a pas les moyens d'un choc frontal avec les Américains. Le rapport de force est Non, il le souhaite absurde. pas, Mais l'Iran s'est arrangé pour faire des alliances de revers qui entourent l'Arabie saoudite en Irak, là, une bonne disposition, en Syrie, au Liban et maintenant au Yémen. Ça fait presque un encerclement de ses adversaires, notamment arabes. Ce qui veut dire que l'Iran n'a aucune possibilité de remporter une victoire quelconque contre les Américains. Mais elle a une capacité de nuisance pratiquement Avec illimitée. le détroit d'Ormuz notamment. Pas forcément le docteur. Au Yémen, ses alliés, ses soutiens au Yémen, qui- au Liban, en Syrie. Par exemple, il y a 5000 soldats américains en Irak. Des milices chiites pro-iraniennes, sans mouiller directement l'Iran, pourraient leur rendre leur quotidien impossible. Même chose en Syrie et même chose au Yémen avec les dernières attaques de drones. Absolument, non mais c'est ça aussi qui est nouveau par rapport à ce que vous disiez, à l'époque citée, c'est qu'effectivement il y a les milices chiites soutenues par l'Iran en Irak font partie de la coalition actuelle qui est encore là-bas. Et donc il y a directement une menace qui peut éventuellement être portée sur les Américains, notamment les forces engagées sur place en Irak. Et c'est d'ailleurs le levier qui a été utilisé pour mettre encore la pression sur l'Iran, c'est l'annonce qui a été faite du retrait des personnels non utiles d'Irak pour montrer, regardez, ça atteste qu'on prend très au sérieux des menaces sur nos intérêts ou nos ressortissants dans la région. C'est une mesure de précaution qui est assez rare. C'est aussi un message. Est-ce que ça participe? Alors oui, c'est assez rare, mais c'est pas la première fois. Dramatisation. Mais voilà, il y a une théâtralisation, j'allais utiliser presque le même mot, et elle est des deux côtés. Mais c'est vrai qu'on sent on peut aussi tout à fait lire les séquences, parce que les séquences sont très rapides, hein, entre les attaques dans le Golfe, plus l'attaque sur le terminal saoudien, plus le retrait des Américains. Ça a démarré dimanche, c'est une séquence. Et tout sur ça, la c'est une semaine. Mais séquence personne sur n'a quelques intérêt jours. à donner l'impression que c'est lui qui a commencé les Exactement. opérations militaires. Donc il faut laisser à l'autre la responsabilité du début Absolument. du dérapage ou de l'attaque, ce qui permet de ne pas être totalement pessimiste, parce que celui qui lancerait le premier, qu'il soit iranien ou américain, le premier l'opération, encourrait la responsabilité d'un... On sait très bien que ce serait une catastrophe. On sait déjà, on voit quels ont été les dégâts monumentaux de la guerre d'Irak. Les dégâts d'une intervention militaire en Iran seraient encore plus grands. Donc ni l'économie mondiale, ni la stratégie régionale n'ont besoin d'une nouvelle guerre. Et pour l'instant, en fait, Trump veut les fruits de la guerre sans avoir la guerre. Laurent, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Vous travaillez plutôt sur le continent africain. Je vous Non, vois écouter avec beaucoup d'attention. Ce qu'on voit, je pense, c'est la question, l'usage politique de cette escalade qui est un peu effectivement une forme de théâtralisation des rapports entre les uns et les autres. Chacun parle à son propre électorat, c'est-à-dire qu'il me semble que Donald Trump s'adresse d'abord à ses conservateurs. Il y a la droite chrétienne, aux évangéliques, qui ont toujours vu l'Iran comme étant un peu l'ennemi à abattre, en tout cas l'Iran de Khomeini. Et de la même manière, il me semble qu'en Iran, il y a aussi cette dimension de ne pas se laisser abattre par ces occidentaux américains. Donc on est loin encore d'un conflit ouvert pour toutes les raisons que vous avez dites. Et c'est vrai qu'il y a deux grandes nouveautés dans cette région, cette fameuse alliance dont vous parlez, qui se lie entre l'Arabie saoudite et Israël. Depuis le tournant, je crois que c'est 2015. Et puis la question, deuxième tournant, c'est évidemment les États-Unis ont besoin des chiites pour stabiliser l'Irak. Et si ils perdent des chiites, ils vont perdre, il me semble-t-il, l'Irak, en tout cas cette tentative de stabiliser une région qui leur échappe déjà pas mal. Je rebondis sur ce que vous disiez, parce qu'à l'inverse, on peut se demander, on est toujours en train de parler des risques, mais à l'inverse, on peut aussi se demander à qui profite tout ça, à qui ça profite le plus. Est-ce qu'en effet, ça profite à Donald Trump, à la Russie, au dur du régime iranien aussi. Oui, bien sûr, mais surtout à Et la Russie Russie, qui voit que les Américains sont en train de s'embourber dans une affaire qui va encore les affaiblir, et qui voit le cours du pétrole monter. Donc, comme toujours, dans un conflit, celui qui gagne, c'est celui qui ne livre pas, qui reste en dehors, et donc les Russes sont les grands gagnants de cette opération. D'accord, Même avec ça, le régime iranien n'a jamais été aussi fort
que quand il est engagé dans une épreuve de force ouverte, même si elle est purement psychologique, parce que ça fait taire l'opposition. Au nom de l'unité nationale et du péril national, ça fait taire l'opposition et ça conforte la population, ça soude un peu plus la population ponctuellement autour du régime, parce que ça fait 40 ans que les États-Unis veulent faire abattre le régime iranien. Or, si on voit ce qu'était le régime iranien en 1979, quand l'imam Khomeini est arrivé au pouvoir, et aujourd'hui, ce n'est plus le même Iran qu'on a. L'Iran est au seuil du nucléaire. L'Iran est quasi une puissance balistique et spatiale. Je veux dire, le régime n'a pas arrêté de se renforcer, bien qu'il soit un régime autoritaire, répressif et incompétent sur le plan économique. Et du côté de la population suit ? Alors, elle le suit sur un point, sur tout ce qui concerne le nucléaire. Et ça, je l'ai constaté en allant chez des familles nostalgiques du Shah. Ces familles haïssent le régime, mais s'agissant de la question de la maîtrise de l'atome, tout le monde est derrière le régime. Anne. Oui, c'est vrai que donc ça profite aussi beaucoup à cette... parce que le régime iranien est un régime à plusieurs bandes, lui aussi, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que ça vient renforcer les durs, qui étaient de toute façon sceptiques à l'égard de l'accord de 2015. Et donc là, d'ailleurs, l'annonce qui a été faite des Iraniens de reprendre une partie du programme nucléaire en réponse au retrait américain et aux nouvelles menaces sur eux, va dans le sens effectivement de créer ce sentiment national fédérateur. Ceci dit, c'est quand même contradictoire. C'est que l'objectif des Américains, mais aussi des Européens, mais autrement, c'est quand même que le régime change. Mais justement, c'est tout le contraire. C'est que ça l'empêche de changer. Pour conclure, on va conclure là-dessus. Et les Européens dans tout ça ? Ils regardent cela de leur balcon en ayant le sentiment qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils veulent que l'accord sur le nucléaire continue d'exister, mais les Américains n'en veulent plus. Ils tapent sur les Iraniens quand les Iraniens commencent à dire « nous aussi, on va se dégager de nos obligations ». Effectivement, l'Europe pèse assez peu. Donald Trump ne les a pas du tout écoutés, mais le seul signe positif, c'est qu'il y a une union des Européens et que même les Britanniques, ce qui est quand même assez rare, s'opposent aux Américains sur cette affaire, tant pour continuer à faire respecter l'accord sur le nucléaire que pour refuser l'interdiction de commercer avec l'Iran que veulent imposer les Américains. Et donc là, on a vu quand même un accord entre Français, Allemands et Britanniques sur une question stratégique, ce qui est contre les États-Unis, ce qui est plutôt rare. Bon, on va voir comment tout ça évolue. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans les semaines à venir. Je vous propose qu'on passe maintenant à un autre point de tension, en tout cas pour les États-Unis. Vous allez voir que Donald Trump est un peu sur tous les fronts. On va parler maintenant de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Lundi, lors d'une conférence de presse, le président américain ne semblait pas mécontent d'avoir déclenché cette offensive contre Pékin. Écoutez bien, ça va vite, mais rassurez-vous, c'est répété plusieurs fois. Nous sommes dans une bonne posture. Notre économie n'a jamais été aussi forte, ce qui n'est pas le cas de la Chine. C'est une bonne évolution. J'aime la posture dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une bonne posture, quoi que l'on fasse. Nous sommes dans une bonne posture et ça ne peut que s'améliorer. Bon, on a joué un peu sur l'effet de répétition, c'est pendant une conférence de presse, il répond à des questions, mais le montage retient ça. Est-ce que Donald Trump fanfaronne ou est-ce qu'en effet, dans cet affrontement avec la Chine, Slimane, il est dans une bonne posture ? Alors, il y a le Donald Trump, disons, hableur, il a toute une rhétorique, mais ses comportements sont beaucoup plus rationnels. Et au point que maintenant, ses amis comme ses adversaires ne le prennent plus au mot. Parce qu'ils savent qu'il y a un jeu, une rhétorique, et qu'il faut l'attendre au tournant et pas seulement dans ce qu'il dit. Est-ce qu'il est dans une bonne posture, en effet, face à la Chine en ce moment ? Lorsqu'il arrive au pouvoir, le déficit commercial américain à l'égard de la Chine était de 300 milliards. Il est aujourd'hui de 400 milliards. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est tout à fait une bonne posture, puisque le trou contre lequel Donald Trump veut se battre s'est creusé. Alors il est dans une bonne posture dans la mesure où il a le soutien et des républicains et des démocrates dans son combat contre la Chine. Il y a un consensus aux États-Unis pour dire oui, on a un vrai problème avec la Chine, il faut lutter contre ce qui est perçu comme
comme une menace stratégique chinoise, aussi bien économique que comme une rivalité. Ce qu'on appelle le piège de Thucydide, c'est-à-dire que lorsque la puissance seconde prend le pas sur la première puissance et que les choses s'inversent et que forcément la première puissance l'accepte assez mal. La grande erreur de Trump, c'est que les Européens ont aussi des reproches à faire à la Chine sur le plan commercial. Eux aussi, les Européens estiment que la Chine ne joue pas tout à fait le jeu et que si Européens et Américains s'étaient adressés ensemble à la Chine, le rapport de force aurait été différent. Mais lorsque les Européens ont dit cela à Trump, Trump leur a dit non, mais moi je vais m'occuper de vous après. Parce que l'Union européenne est également un ennemi sur le plan commercial et donc je vais faire votre affaire par la suite. Et donc pour l'instant, elle est dans une posture, effectivement, mais la guerre commerciale, contrairement à ce qu'il dit, elle est rarement gagnée et il n'y a pas de vainqueurs, il y a plutôt des vaincus. Et déjà, de nombreux Américains, de nombreuses sociétés américaines commencent à s'inquiéter, de l'inflation. La guerre des tarifs pourrait coûter entre un demi-point et 1 point de croissance, même si l'économie américaine va très bien pour le moment. Et d'une perte de compétitivité américaine, parce que si les produits qui viennent de Chine sont plus chers, eh bien, ce qui est fabriqué aux États-Unis avec des éléments chinois sera également plus cher. Donc, pour rassurer les lecteurs, dire on va casser du chinois, c'est très populaire. Dans les réalités, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé depuis une semaine là aussi. Il y a une semaine, vendredi dernier, l'administration américaine déclenchait l'augmentation de 10 à 25% des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois exportés vers les États-Unis. Lundi, la Chine ripostait en augmentant elle aussi ses droits de douane à l'identique sur les produits américains. Ça sera normalement à partir du 1er juin, c'est-à-dire dans 2 semaines. Déjà, pour être bien précis sur les mots, est-ce que là, parce qu'on s'est posé la question quelques fois quand ça a démarré, est-ce que là, aujourd'hui, on est vraiment dans une guerre commerciale? Est-ce que c'est le bon nom? Est-ce qu'on parle encore de tension ou d'affrontement commercial? Anne? Oui, mais je pense qu'on est vraiment dans une guerre, en tout cas une guerre de leadership et de part de marché, avec en fond la perspective qu'il vaut mieux prendre le dessus maintenant avant qu'il ne soit trop tard, même si je dirais qu'il est un petit peu tard aujourd'hui pour les États-Unis par rapport à l'avancée extraordinaire quand même des Chinois au plan technologique et au plan économique. Et leur stratégie est quand même sur le long terme beaucoup plus payante, avec une logique de protection plus qui fait face de leurs intérêts, de leurs biens, etc., de leur production. Et en face, un Trump qui est sur une logique isolationniste. Donc, on va voir qui va gagner, mais on est typiquement dans une guerre de puissance. S'il y a une guerre qui ne s'arrête jamais, même pas un instant, c'est la guerre des monnaies et donc la guerre commerciale. C'est une guerre qui ne fait pas de mort, il n'y a pas de sang, mais même si elle jette des millions de gens sur la paille. Et comme le disait Pascal, effectivement, il y a un déficit américain par rapport aux Chinois. Mais ça veut dire quoi, une guerre commerciale? C'est que Alors, je reprécise ma question, parce que jusqu'ici, il y a beaucoup de bravade, beaucoup mais de je me pose moi-même la question, bien sûr. Est-ce qu'ils n'ont pas quand même jusqu'ici limité les dégâts d'une certaine façon, encore? Oui, mais les deux protagonistes, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis, sont trop dépendants les uns des autres pour changer subitement et brutalement les règles du jeu de façon unilatérale. Ce serait calamiteux pour les deux. Et donc, est-ce qu'ils ont un petit peu limité les dégâts? Est-ce qu'ils auraient pu partir un peu plus fort encore? Trump fait en fait une action électorale. Il veut montrer à ses électeurs qu'il a inversé, qu'il a obtenu, là encore, des Chinois, ce que ses prédécesseurs n'avaient pas obtenu. Il veut faire la différence. Mais effectivement, une guerre entre les deux, parce que les deux sont en fait partenaires économiques. La Chine a un besoin vital d'un accès au marché américain pour maintenir un fort taux de croissance. Or, c'est le fort taux de croissance qui fait la légitimité du Parti communiste chinois. Sans cela, le Parti communiste perd sa légitimité. Et les Américains ont besoin des produits chinois parce que la plupart d'entre eux ne les produisent plus. Et ce n'est pas des produits chinois qui remplacent des produits américains, c'est des produits chinois qui remplacent du vide, qui remplacent quelque chose qui n'est plus produit par les Américains. Et sans les produits chinois, eh bien, l'économie américaine se porterait beaucoup plus mal. Et on peut penser que, par exemple, il y a une compagnie qui tremble par rapport à cette guerre, c'est Boeing ou Apple. Parce que si Boeing ne vend plus d'avions en Chine, ça va lui faire mal. Et si Apple n'a plus les processeurs, les conducteurs, etc., tout ce qui vient de Chine, eh bien, Apple sera beaucoup plus cher. Donc, ce n'est pas aussi simple que cela pour les Américains. D'un côté, on a justement l'Américain, le populiste Donald Trump à la tête d'une économie florissante. En face, on a l'autoritaire Xi Jinping qui cherche à confirmer son expansionnisme. Qui tient le couteau par le manche en ce moment, s'il y en a un qui le tient? Alors, moi, si on me pose la question, d'abord, je voudrais quand même ajouter que, comme pour la question iranienne, Donald Trump pense aussi aux élections de 2020. Enfin, il est dans un discours, dans une rhétorique
vraiment électorale. Enfin, il s'adresse à ses électeurs. Donc, il sort un peu les muscles, ça sans aucun doute. Moi, je pense que c'est plutôt la Chine qui a déclaré la guerre il me semble, en tout cas. Alors, c'est une guerre à la chinoise, c'est-à-dire, c'est pas frontal, mais il y a pas simplement une dimension économique dans ce bras de fer. En quoi la Chine a déclaré C'est-à-dire qu'il faut bien, si on veut comprendre la Chine, je pense qu'il faut comprendre que la Chine, c'est, de son point de vue en tout cas, c'est le 21e siècle, c'est son siècle. Et il s'agit pour elle, en tout cas, d'effacer l'affront du 19e siècle, cette cassure, cette rupture dans l'histoire de la Chine qui a été terrible, de l'effondrement de l'Empire, de l'arrivée des Occidentaux et de son recul sur la scène internationale. Et enfin, moi, je vois en tout cas sur le théâtre africain, très clairement, ils sont dans un souci impérialiste. Et pas simplement du point de vue de l'économie, aussi du point de vue militaire. De l'influence, on connaît le grand projet des nouvelles routes de la soie. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Rappelez-vous qu'à Djibouti, aujourd'hui, la plus grande base militaire est chinoise. Elle est en capacité d'accueillir 10 000 soldats chinois aujourd'hui. Et ce n'est pas simplement pour surveiller la mer Rouge. Dans plusieurs pays, je pense notamment au Mozambique, non pas au Mozambique, au Zimbabwe par exemple, la chute de Mugabe, elle s'est faite du côté de Pékin. Enfin, on a vraiment là une volonté très claire, il me semble, d'influence et de mainmise politique et pas simplement économique. Alors, je me fais l'avocat du diable. Je rebondis là-dessus parce que c'est ce que tous les grands pays ont fait jusqu'ici. Vouloir dominer, etc. Les États-Unis l'ont fait, l'Europe l'a fait. Est-ce qu'en effet, vous êtes d'accord, par exemple, Pascal, pour dire que c'est la Chine qui a déclenché cette guerre ? Elle a déclenché en montant en puissance, mais c'est pas déclencher la guerre que d'avoir une économie qui tourne et d'avoir sorti 800 millions de personnes du seuil de pauvreté. Effectivement, la Chine estime qu'elle a toujours été la première puissance mondiale, sauf au cours des 2 derniers siècles, et que donc elle va retrouver le statut qui est le sien. Donc est-ce que, bien sûr, quand un pays comme la Corée a une croissance de ce type, ça ne bouge les équilibres régionaux, pas les équilibres mondiaux. Quand c'est la Chine, de par la taille, la population, ça bouge l'équilibre mondial, mais effectivement, le fait de ce changement de paradigme, que la Chine soit appelée à moyen terme de devenir la première puissance mondiale, est quelque chose qui bouge les choses. Est-ce que c'est une agressivité chinoise ? C'est là plus un jugement. Ce qui compte, c'est quelle sera l'attitude des États-Unis par rapport à cela. Quand Nixon a constaté la montée en puissance de l'URSS, il a fait la détente. Et donc, c'était un jeu plutôt calme. Là, Trump, lui, veut plutôt, même plutôt d'un point de vue économique et militaire, la confrontation, parce qu'il est persuadé qu'il pourra faire rendre gorge aux Chinois et qu'il pourra stopper la croissance chinoise et stopper le rattrapage chinois. C'est très franchement un pari hasardeux. Anne ? Oui, c'est-à-dire que ce qui fonctionne effectivement très bien sur les Européens, notamment comme l'extraterritorialité, qui impacte quand même les entreprises, notamment européennes, mais mondiales, il ne peut pas l'appliquer avec les Chinois. Il a d'autres techniques et effectivement la présence très importante des Chinois, notamment sur le continent africain, fait qu'aujourd'hui l'économie, la production, les acteurs de la production en Afrique, c'est aussi les Chinois. Donc ça vient impacter aussi, ça impacte la décision, mais enfin ça réduit à néant finalement, ou à peu simplement de bloquer les frontières américaines aux Chinois, vu que de toute façon il y a une expansion et une réalité d'une puissance qui s'affirme en dehors des États-Unis aussi. Donc, bien sûr, pour le moment, comme on le disait, ils sont partenaires, ils ont besoin l'un de l'autre. Mais compte tenu de l'expansion par ailleurs de la Chine, eh bien, on peut supposer qu'à terme, effectivement, c'est les plus stratèges qui gagneront. On parle beaucoup de guerre commerciale. Est-ce que le fond du problème, c'est pas aussi très concrètement une guerre technologique? Est-ce qu'il pourrait y avoir une espèce de rideau de fer technologique? On pense au GAFA du côté des Américains et au BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Est-ce que le fond du problème n'est pas là aussi? Comment dire? Moi, je pense que la Chine peut devenir la plus grande puissance économique, peut-être technologique, mais elle ne sera jamais, selon moi, une puissance globale. Je veux dire un pays qui a un rayonnement culturel. Et pourquoi pas? À cause de ces préjugés raciaux. Parce que, par exemple, tout le monde peut devenir américain, y compris des millions de Chinois qui vivent aux États-Unis avec tous leurs droits. Combien de gens non chinois peuvent devenir chinois?
Combien d'étudiants étrangers ont des bourses C'est intéressant ce que en vous dites. Chine? Alors Anne, je vous laisse répondre. Attendez, mais quand on voit par exemple ce que la Chine, comment elle se comporte avec ses minorités ethniques, lorsqu'on a 1 million de Ouïghours dans des camps enfermés, dans des camps de rééducation, comment être une puissance globale dans un monde musulman qui fait 2 milliards presque d'individus? Mais ils peuvent vraiment peuvent aussi évoluer. Hein, parce que combien de gens, alors qu'il y a des merveilles à voir en Chine, des merveilles archéologiques, combien de gens rêvent d'aller en Chine comme de gens rêvent d'aller en Amérique? Je vous laisse répondre. Oui, non, c'est-à-dire que là, on a une vision aujourd'hui, peut-être à 15-20 ans, mais si la stratégie qui est menée par les Chinois aujourd'hui continue à imposer sa présence dans plusieurs continents, d'avoir des stratégies, par exemple une technologie, effectivement, d'investir sur la technologie et d'arriver à dépasser les Américains, par exemple. Oui, mais à terme, il n'y a pas de rayonnement culturel, d'ascendant culturel comme les Américains l'ont dans le cinéma. Ça peut faire évoluer complètement l'approche générale. C'est-à-dire que si on revient en arrière, on regarde des puissances qui au départ étaient des puissances dures, qui écrasaient leurs minorités, avec une économie florissante, une présence dans le monde, ils peuvent tout à fait évoluer dans leur approche. Pascal, je vais vous laisser... Et dans leur modèle. Justement. Alors, rapidement pour répondre, et Pascal, je vous laisserai... Mais dans son histoire, la Chine n'a jamais été expansionniste. C'est faux. D'où la muraille. Non, je veux dire, n'a jamais voulu exporter sa culture à l'étranger. Vous dites c'est faux. Ah non, toute l'histoire de la Chine montre au contraire que c'est une puissance impériale qui consiste à dominer sa langue, sa littérature, sa culture. Allez au Cambodge, allez au Vietnam, vous verrez ce que représente, je dirais, l'influence chinoise et la communauté chinoise, et les Sino-Cambodgiens et les Sino-Vietnamiens, le rôle qu'ils ont eu dans l'histoire. Je voudrais quand même dire 2 choses. Alors d'un mot rapidement, on arrive au bout. Vous avez raison, mais qui a l'argent gagne. En tout cas domine. Et en ce moment, pour le moment, en tout cas, la Chine, je vois en tout cas les 60 milliards qu'ils proposent à l'Afrique, fait que, évidemment, personne d'autre que eux peuvent s'influencer. Et puis, ils n'ont aucun scrupule. Pascal, je vous laisse le mot de la fin. Un déficit de soft power par rapport à d'autres, mais que Trump est en train de dilapider également ce capital pour les États-Unis. Mais les Chinois se sont rendus compte qu'ils manquent de soft power, mais ils ne pourraient en enquérir de plus qu'en s'ouvrant eux-mêmes, et c'est le grand débat. Est-ce que ce n'est pas l'objectif des grands... Pour l'instant, Xi Jinping a plutôt refermé. Il y avait une sorte de libéralisation au début de ce siècle. Xi Jinping est plutôt venu refermer l'ouverture. En même temps, il y a quand même 700 millions d'internautes en Chine, et donc c'est plus non plus la Chine de Mao Tse-tung. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Laurent Larcher de La Croix, Anne-Judith, fondatrice de Terroriste, Slimane Ziguidour de TV5 Monde, avec le fondateur de l'IRIS, Pascal Boniface. Cette question maintenant, est-ce une mission impossible? Des otages français ont été enlevés au Bénin et libérés au Burkina Faso alors qu'ils étaient en transit vers le Mali. Les groupes djihadistes ne cessent de gagner du terrain en Afrique de l'Ouest malgré la lutte antiterroriste menée par les forces de Barkhane. Avec 4500 soldats français dans le Sahel, l'opération Barkhane est la plus grosse opération extérieure de la France. Des hélicoptères, des véhicules blindés, des drones, un déploiement de force. Mais pour quel résultat ? Sur un territoire de 5 millions de kilomètres carrés, l'équivalent de l'Europe, la France intervient militairement dans 5 pays, de part et d'autre du Mali. C'est d'ailleurs dans le nord du Mali, en 2013, qu'elle a commencé à combattre les groupes djihadistes, avec pour première conséquence leur éparpillement. Certains militaires utilisent cette métaphore du mercure. Vous savez, vous tapez sur une goutte de mercure et ça fait plein de petites gouttelettes qui ne disparaissent pas mais qui vont se répartir un petit peu sur les côtés. Et c'est un peu ce à quoi on assiste, me semble-t-il, depuis quelques années, avec une compétition en plus entre des groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda et d'autres à l'État islamique. Depuis 4 ans, les djihadistes progressent inexorablement vers l'ouest et le sud du Mali, atteignant même le nord du Bénin, où les 2 touristes avaient été enlevés. Mais si les militaires français quittaient le Sahel, ils laisseraient le champ libre aux terroristes. L'opération Barkhane, c'est de maintenir une pression armée contre ces groupes djihadistes. On les empêche de constituer des bases, de reconstituer des bases. Les forces françaises ne seraient pas là, les choses seraient certainement beaucoup plus difficiles. Alors, la France pourra-t-elle un jour quitter le Sahel? Les militaires français doivent d'abord former les membres des armées nationales de la région pour qu'ils prennent la relève. Mais pour l'instant, ils n'ont encore ni le matériel, ni l'expérience pour le faire.
Alors Laurent, comment expliquer que les groupes djihadistes ne cessent de gagner du terrain en Afrique de l'Ouest? Alors la question est le chantier est immense, mais je dirais au moins 2 choses. Il faut comprendre, il me semble-t-il, que cet islam-là, dans cette région-là, est perçu et utilisé pour exprimer une révolte sociale. Pour beaucoup de ces jeunes gens qui n'ont pas de présent, et encore moins d'avenir, puisqu'il faut quand même voir que quasiment tous les régimes de la bande sahélienne sont des régimes qui ont échoué du point de vue du développement économique et qui expriment assez peu de considération pour une grande partie de leur population, et surtout pour les parties périphériques. Et comme par hasard, bien entendu, l'islam djihadiste s'implante d'abord dans la périphérie. Donc voilà, il faut comprendre, je crois, cette dimension de révolte sociale. Autrement dit, mais ça c'est assez, enfin ce que je développe cette idée parce qu'elle est importante, parce que j'entends assez peu, c'est exactement comme, si vous voulez, les pauvres du Moyen-Âge, les serfs, ceux qui crevaient la dalle, qui vont utiliser un bélier pour défoncer la porte du château pour, à leur tour, pouvoir accès au repas, au banquet. Eh bien, il me semble que l'islam, et l'islam wahhabite, est utilisé par une grande partie de ces jeunes gens comme ce bélier pour défoncer la porte. Ensuite, bien sûr, il y a quand même un projet théologico-politique qui est partagé par un certain nombre de personnes. Mais voilà, ce n'est pas un hasard si cet islam et ce terrorisme islamique s'installent dans ces pays qui sont relativement Est-ce qu'il y a une stratégie globale d'expansion du terrorisme islamiste en Afrique de l'Ouest? Alors, est-ce que c'est, je formule pour être plus clair encore, est-ce que c'est comme le groupe État islamique au Proche-Orient? Est-ce que c'est la même stratégie? Alors, il y a toujours un impact du contexte local. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie globale, c'est comme un cadrage. Et puis ensuite, il y a une application locale en fonction du terrain, une adaptation en fonction, je ne sais pas, de comment se financer, qui frapper, dans quelles conditions évoluer, etc., etc. Donc il y a, je dirais, il n'y a pas une grosse spécificité sahélienne. Après tout, c'est les mêmes leviers qui font que ça prend, ça se développe. L'avantage, c'est qu'il y a pour eux, sur ces groupes, pour évoluer, c'est qu'il y a une grande criminalité qui fonctionne très bien, donc des trafics dont ils sont aussi acteurs. De ces trafics, se nourrissent, en fait. Dont ils se nourrissent, qui permet de financer, etc., de payer des gens, de payer aussi, avec la corruption qu'on a dans ces pays-là, de payer tous les relais institutionnels qui peuvent contribuer à ce qu'ils évoluent tranquillement. Et puis, bien sûr, il y a aussi dans des directives à un autre niveau, puisque là, il y a eu, par exemple, très récemment, à la fin, 30 avril, il y a eu donc le leader de l'État islamique, al-Baghdadi, qui a officiellement reconnu, accepté l'allégeance faite par un des groupes qui monte en puissance depuis à peu près 1 an et demi maintenant, qui est l'État islamique au Grand Sahara. Et donc, effectivement, ça vient impacter aussi, ça permet de mieux légitimer des groupes. Mais je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a le groupe État islamique au Grand Sahara, d'autres groupes, eux, se revendiquent d'Al-Qaïda. Ouais. Qu'est-ce qui les unit et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça déborde de plus en plus en Afrique de l'Ouest? Il y a des alliances. Mais ces alliances donc sont suffisamment solides. Dans le micro-local, oui, il y a des alliances. Moi, je pense que plutôt c'est des groupes opportunistes, c'est-à-dire qui profitent encore une fois de l'espace libéré par l'État pour l'occuper. Je ne crois pas, moi, en tout cas, à une stratégie globale. D'ailleurs, on voit bien, Boko Haram fonctionne de son côté. Ces deux groupes dont vous signalez, qui est plus ou moins affiliés à Al-Qaïda ou plus ou moins affiliés à l'État islamique, c'est plus un affichage, il me semble en tout cas, pour faire peur à l'Occident. Mais sur place, c'est vraiment des petits groupes, des petites katibas, dont la principale ressource est le trafic de drogue, le trafic humain, dont le discours politique ou religieux est assez sommaire. Il me semble qu'en tout cas, c'est un degré moindre que ce qu'on a pu voir. Oui, mais dans les cibles et dans les objectifs, quand ils mènent des attaques, ils ciblent ce qui correspond au target classique du cadrage. Slimane et Pascal ensuite. Quand on regarde sur le temps long la violence dans ces régions-là, on se rend compte que les États centraux, notamment du Maghreb, de l'Égypte, depuis la plus haute antiquité, ont eu la hantise des raids, des razzias venant de nomades appauvris, affamés, qui foncent
qui font des raids sur des villes ou des villages pour voler des troupeaux. Et donc, on a pensé à construire des digues. Il y avait à l'époque romaine, là, en Algérie, par exemple, ou en Tunisie, des limes. Il y avait, à l'époque coloniale, il y avait les méharistes. Il y a toujours eu un danger. Donc l'histoire se répète, en fait, ou c'est ça que vous nomades. dites. Voilà. Il y a toujours eu un souci de les contrôler, y compris dans l'Égypte pharaonique ou dans les royaumes assyriens. C'est très ancien. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que il ne peut exister de groupe terroriste sans argent. Il faut nourrir les commandos, il faut les armer, parce qu'ils peuvent passer de longues périodes sans attaque, et donc il faut qu'ils soient payés. Et d'où le lien organique entre le terrorisme et le grand banditisme. Et les prises d'otages, d'ailleurs, sont des prises d'otages pour l'argent. Pascal. On a eu en Amérique latine du narcoterrorisme, là c'est du djihad terrorisme, et également avec cet aspect opportuniste dont vous parliez. Et puis parce que si on veut se faire connaître, il vaut mieux s'afficher Al-Qaïda ou Daesh qu'un groupe inconnu. La marque est mondialement connue et vous avez tout de suite les prix y montent. Ensuite, je ne suis pas sûr qu'il y ait des débats théoriques entre eux qui fassent une césure entre les uns et les autres. Non. Et il y a la stratégie globale, c'est une stratégie d'opportunité. Il y a des marchés à prendre, on s'y établit, et il y a effectivement un message qui passe parce qu'il peut séduire, parce que l'État ne remplit pas non plus sa fonction dans ces États, et c'est aussi bien sûr la faillite des États. Ce sont des États démunis, totalement démunis. Ce sont des États faillis ou démunis qui, ne remplissant pas leur rôle régalien, laissent un vide, et si vous n'avez aucune perspective et que quelqu'un vient en disant je te donne un AK-47 et $50 par mois, c'est quand même beaucoup plus stimulant que de rester à rien faire, de ne pas pouvoir se marier, de ne pas pouvoir se loger et de rester sans aucun statut social. La question qui se pose, puisque donc on voit qu'il y a cette expansion, est-ce que, notamment par exemple, la multiplication des violences, on en parle assez peu d'ailleurs au Burkina Faso, que ça soit dans le nord, que ça soit dans l'est maintenant, voire même jusque dans le sud. On voit que le nord du Bénin a été touché. On va voir une carte, peut-être que ça va aider les téléspectateurs à comprendre. Mais est-ce que ça veut dire aussi que justement des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, aujourd'hui sont les prochains sur la liste à être touchés par ce risque terroriste? Moi, j'ai pas une boule de cristal, mais je dirais quasiment à l'évidence, bien sûr. Je me souviens en 2012, j'étais à l'IFRI, c'était à l'IFRI, avec cette conférence avec Laurent Bigot, je crois, qui annonçait devant tout le monde, donc lui, il était responsable au Quai d'Orsay de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il annonçait, pardon? Eh bien qu'après le Mali, donc on était quelques semaines après le coup d'État au Mali, l'effondrement, je dirais, du Mali et l'indépendance, entre guillemets, du nord du Mali, il disait, le prochain, ça sera le Burkina Faso. Donc dans la même logique, on peut déduire que ça va continuer? Mais oui, parce que, encore une fois, vous n'avez plus d'État. Enfin, est-ce qu'il y a eu déjà un État? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas d'État. Il y a tout ce que vous avez dit, et j'ajouterais autre chose. Il y a aussi le rôle des puissances régionales, notamment de l'Algérie, du Maroc, on n'en parle jamais, mais ils jouent à l'évidence la Mauritanie aussi. La Mauritanie, alors la Mauritanie c'est encore un peu à part, parce que la Mauritanie a eu un vrai discours et il me semble en tout cas une vraie action anti-djihadiste. Et la Mauritanie fait partie du G5 Sahel. Bien sûr, on dit le G5 Sahel, mais on devrait dire plutôt le G4+1, parce que la Mauritanie fait 4, effectivement, joue totalement sa carte de son côté. Ce que je veux dire, c'est qu'un des grands chefs aujourd'hui qu'on recherche dans le Sahel, Yaga Chali, avait table ouverte à Alger et à Ouagadougou, au Burkina Faso, pardon. C'est-à-dire qu'il y a les politiques, les chefs d'État de la région ne jouent pas franc jeu. Tout le monde le sait, on le sait, on ne le dit pas évidemment officiellement, on ne peut pas le dire. Du coup, la France est totalement piégée dans cette chose. Elle sait que militairement, elle ne gagnera jamais la guerre. Enfin, c'est une bataille sans fin. Le Barkhane, c'est 4500 hommes sur un territoire immense. On demande aux soldats, au fond, d'être des pompiers, mais ils ne peuvent pas éteindre les causes de l'incendie, ils peuvent juste éteindre l'incendie, si je peux dire. La question de la malgouvernance est centrale, et là, qui peut faire quelque chose? Certainement pas la France toute seule. Anne? Oui, juste pour tout à l'heure, par rapport à l'adaptation qu'il y a en Syrie, c'est la même chose. Les groupes se passent de l'un à l'autre pour trouver finalement, il y a des mêmes dynamiques qui se passent d'appartenance à Al-Qaïda ou autre. On a des passages d'individus et de katibas sur l'ensemble des zones, hein, ça c'est certain. Ensuite, effectivement, la France avec Barkhane...
donc payé un prix fort, hein, puisqu'ils ont depuis Serval, je crois que c'est 28 militaires tués. Donc il y a une conscience qu'à un moment donné, on va pas s'enliser comme les Américains en Irak, en Afghanistan ou en Irak. Et donc l'idée, c'est comment prendre le relais ensuite, comment passer en douceur aux forces nationales, et d'où l'idée de la création du G5. Et de la force d'intervention, on voit qu'elle n'intervient encore pas. Alors donc c'est compliqué, parce que alors, là on peut quand même s'étonner, c'est que ces 5 États qui sont quand même des États où en bilatéral avec la France, il y a quand même beaucoup depuis des années, on forme les armées, on finance les équipements, et que finalement, dès qu'on les met ensemble, certes, il y a des histoires de coordination opérationnelle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour l'ensemble de la région, mais au fond, on enlève ces forces, ces troupes-là, aux armées nationales pour les mettre dans le G5. Donc déjà, il y a ce problème-là, c'est qu'ils ont déjà beaucoup à faire. Disons que même en termes d'approche, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Voilà. D'un mot pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'au-delà des raisons sécuritaires, mais aussi pour d'autres raisons, pour des raisons démographiques, pour des raisons d'environnement, cette zone du monde est un point chaud qu'il faut suivre dans les années à venir? Clairement, et vous avez raison de souligner les motifs démographiques, parce que c'est une zone où la transition démographique n'est pas du tout faite, et que c'est effectivement, si la population augmente de façon très forte et que les ressources n'augmentent pas, eh bien, ça sera de la main-d'œuvre pour ces groupes qui seront les employés à l'avenir. Et on rappellera, pour terminer, que dans cette opération de sauvetage des otages, 2 soldats français ont été tués, ainsi que leur guide béninois. On retrouve maintenant Darius Rochebin depuis Genève. Bonjour Darius, merci d'être avec nous. Je crois que vous êtes avec nous, on vous voit. Vous êtes journaliste à la RTS, à la télévision suisse. Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver dans Kiosque. Avec vous, on dégaine cette question. Pourquoi les Suisses sont-ils des amoureux de la gâchette? Les citoyens se prononcent dimanche sur une loi découlant de mesures antiterroristes de l'Union européenne. Le texte vise à durcir les conditions d'acquisition de certaines armes. Or, en Suisse, l'attachement pour les pistolets et autres flingues se vit au grand jour, et ça inspire les humoristes. Regardez. Vous faites quoi de toutes ces armes? Je les ai chez moi. Il y en a des, je les ai mises au mur, au salon, pour les regarder. Ou bien quand on a des visites. Des visites. Des visites. Quand on a des visites avec ma femme, ouais. Elle va à la cuisine, faire la cuisine. Voilà. Puis moi, je montre mes armes qui sont au mur, au-dessus de la cheminée à mes visites. Et vous expliquez? J'explique tout, j'explique comment ça marche, quelles années ça a été fait, ou de quel pays. Puis sinon, je n'ai à la cave, je n'ai au Galta, sous mon lit, de la table de nuit, sous le siège de ma voiture, sous le siège de mon autre voiture. Et puis ça vous arrive de les utiliser? Bien sûr, des fois je vais tirer avec Austin, ou bien à la gravière, pour leur rappeler à quoi elles sont censées servir quand même. Elles sont pas juste là pour être au mur, ces petiottes. Bon, on a décidé de prendre ça avec un peu d'humour, hein, Darius. On va venir sur le fond quand même. Histoire et tradition, société de tir, on vient de le voir, et armée de milice. Est-ce qu'on peut dire qu'en Suisse, les armes définissent la culture et l'identité helvétique ? Je peux vous répondre par un souvenir. Je me rappelle très bien mon professeur de latin au collège, qui d'ailleurs était officier à l'armée, et qui aimait bien nous dire « La Suisse n'a pas d'armée, elle est une armée ». Comparaison avec les vieux Romains, paysans, soldats, c'est cette idée que chaque citoyen est en même temps soldat, qu'il a son arme chez lui à la maison, qu'il est prêt à se mobiliser en cas de guerre pour défendre le territoire. Et c'est vrai que c'était une culture, je parle au passé, c'est toujours une culture très forte. Elle était très forte surtout pendant la guerre froide. Depuis 30 ans, depuis la chute du mur de Berlin, ça s'est un peu atténué. Je pense que l'opinion est plus divisée que dans le passé. Et c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant de voir quel sera le résultat du vote du 19 mai. Alors, selon un centre de recherche genevois, il y avait en 2017 près de 3 armes pour 10 habitants, ce qui classe la Suisse au 16e rang mondial. Pourquoi ce pays qui est armé jusqu'aux dents, pourquoi dans ce pays, il n'y a pas de crime de masse et cette ambiance Far West comme on peut l'imaginer aux États-Unis, par exemple ? Bon, il y a 1000 théories, vous savez, sur le sujet. C'est comme le lien entre la disposition des armes et les suicides. C'est très compliqué. Il y a chaque camp, évidemment, tire argument des statistiques. C'est un peu impressionniste comme argument, mais je peux vous dire que pour beaucoup de Suisses, c'est quelque chose de ressenti assez intensément. On est un pays de tradition assez peu violente. Très bon enfant, très démocratique, très décentralisé, très axé sur le dialogue. Je vous donne un seul exemple. Vous parlez tout à l'heure de souvenirs de collège. Je me rendais compte en venant ici du souvenir, je ne me suis jamais battu au collège.
Ça peut vous paraître anecdotique, mais je pense que pour beaucoup de Russes, pour beaucoup d'Américains, c'est une conception, disons, de la vie qui peut paraître assez exotique. Il y a une très grande tradition, au fond, assez bon enfant en Suisse, peu machiste, peu agressive, et je pense que ça pèse, entre autres, dans la balance. Alors, pour ces détracteurs qui dénoncent un diktat de Bruxelles, le texte, et on va voir des affiches de campagne, le texte est inique, liberticide, inutile, dangereux, anti-suisse. Cette votation met en fait en exergue ces interminables et compliquées négociations bilatérales avec Bruxelles, non, Darius ? Oui, c'est vrai, c'est un très bon révélateur de nos tensions avec Bruxelles et des divisions qui existent aussi en Suisse. Nous, on en rencontre chaque jour au journal télévisé. C'est très fort, hein, et ça fait écho aussi aux élections européennes. Deux visions de l'Europe. Quand on va interviewer M. Juncker et les représentants européens, ils aimeraient maintenant cet accord qui nous lie beaucoup plus intensément, l'Europe et nous, alors que beaucoup de Suisses ont une toute autre vision de l'Europe. Et ils prennent l'exemple de cette affaire des armes en disant on veut le moins possible de réglementation, le moins possible de liens forts politiques. On veut bien beaucoup d'échanges économiques, une grande Europe économique, mais une petite Europe politique avec le moins possible de contraintes. Et ce sera un très bon révélateur. D'ailleurs, c'est en juin, donc juste après la votation, que tombe l'échéance où la Suisse devra dire si elle est d'accord ou non avec cet accord général avec l'Europe. On aura l'occasion d'en reparler. Une seule arme et tellement de cartouches. Darius Robin, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Genève. Je vous dis à très bientôt et bon week-end à vous. On va faire un petit... À bientôt, Darius. On va faire un petit tour de table quand même. Être surarmé et pacifiste et non violent, qu'est-ce que ça vous inspire? Rapide tour de table. Je pense que dans le cas de la Suisse, posséder une arme, c'est le signe qu'on a fait son service militaire. Donc on a accompli un devoir civique. Il y a peut-être ce lien symbolique qui fait que c'est une société plus pacifique. Deux choses. La première, c'est que dans les grandes traditions, enfin je pense à la démocratie athénienne, la dimension du hoplite, notre invité parlait de Rome et d'abord Athènes. Donc il y a toujours, enfin en tout cas, il semble qu'il y a un lien entre citoyen et son armée. La deuxième chose, la Suisse n'a pas toujours été ce pays pacifique. On oublie quand même que les armées suisses, le garde suisse était enfin les Suisses se vendaient en tout cas pendant très longtemps, comme la meilleure armée d'Europe et du monde, et jusqu'à aujourd'hui, puisque vous savez qu'au Vatican, c'est des Suisses, les gardes suisses, qui gardent le Vatican. Donc cette idée d'une Suisse pacifique, effectivement, elle l'est aujourd'hui, mais elle ne l'a pas toujours été. Anne. Oui, non, mais après, tout dépend de l'usage qu'on en fait des armes. C'est-à-dire que vaut mieux avoir des gens surarmés pacifistes que des violents dont on interdit l'usage des armes et qui peuvent se les procurer de façon illégale. Hein. Donc, imaginons en France, nous qui nous battons à l'école quand on est petit, qu'est-ce que ça donnerait si on était à 3 sur 10 français? Je pense que dans un monde qui bouge beaucoup, les Suisses sont attachés en tradition, et le fait que l'éventuel changement de tradition vienne de Bruxelles est certainement beaucoup plus difficilement acceptable pour eux, parce qu'ils ont refusé d'être dans l'Union européenne. C'est pas pour en accepter des règles qui ne seraient pas négociées, effectivement. Et la votation sur les armes en Suisse est donc dimanche. Je vous renvoie évidemment vers 64 minutes Le Monde en français pour un décryptage du résultat. On termine cette émission comme toujours avec la semaine de Dilemme. Voyons ce qu'il nous a réservé, ce qu'il a retenu cette semaine. Nous en parlions tout à l'heure. Les djihadistes sont très actifs au Sahel. On n'est pas là pour faire du tourisme, explique celui-ci sous un soleil de plomb. Donald Trump ne cache plus ses intentions dans le golfe Persique. Ce sera la guerre, explique qu'en fait le faucon, John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale. Par ailleurs, dans son projet sur l'immigration, Donald Trump, encore lui, entend favoriser le mérite plutôt que le regroupement familial. Je ne veux pas de ceux qui sont en bas de l'échelle, explique à ce Mexicain, le président américain, juché sur son mur. L'Autriche interdit le voile islamique dans les écoles primaires, pas de voile pour les petites filles et pas de barbe pour les petits garçons, explique ce maître d'école face à des enfants un peu sous le choc. Enfin, le Brexit, Theresa May de retour à Bruxelles. J'ai une nouvelle proposition, dit la première ministre britannique noyée sous un monceau d'ébauche. Elle présentera son nouveau texte au Parlement britannique début juin et à la une de la presse ce vendredi, le départ annoncé de Theresa May le mois prochain. Avec ce jeu de mots, mais se termine en juin. Voilà, c'est un petit mot pour finir. Merci à vous quatre d'être venus en plateau. Merci à Dilemme, comme toujours, comme chaque semaine. Et puis bien sûr, merci à vous qui nous regardez fidèlement aux 4 coins de la planète. À la semaine prochaine.